Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Briser le silence. Avec nous ce jour sur le plateau, Monsieur David Essono, qui est venu briser le silence sur son histoire et son vécu au quotidien. Alors, Monsieur David, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Briser le silence. C'est moi qui vous remercie, Madame la directrice, de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, avant toute chose, je vous prie de vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Monsieur Essono Dim David, Gabonais, le père et le mère. Alors, je viens ici à cause de ma fille, qui, en 2014, elle est décédée de suite d'une négligence au niveau de l'État. Alors, dites-nous, vous êtes venu briser le silence, effectivement, sur la maladie de votre enfant. Yes. Elle est née quand? Et cette maladie a été déclarée quand? Comment elle a commencé? Quels sont les premiers symptômes que vous avez constatés à la maison pour amener l'enfant à l'hôpital et puis par la suite pour qu'on vous dise que votre enfant souffrait de cette maladie? Elle est née le 20 janvier 2010. Alors, durant, je peux dire, lorsqu'elle est née, était dans la main de sa mère. Alors, elle vécut avec sa mère. Le suivi médical pendant la grossesse, c'était bien fait? Bien sûr, bien sûr. Une seule différence que sa mère ne voulait pas que je prenne l'enfant. Alors, je peux dire à l'accouchement qu'elle est venue me laisser l'enfant. L'enfant avait déjà, je peux dire, 11 mois. 11 mois. Et en ce moment, j'avais une femme à la maison, une fille de Cocobiche, chez Michel Minga, monsieur le ministre Michel Manga, à Cocobiche. Une fille fan, comme moi. On a fait 2 filles. Alors, lorsque cet enfant est né, donc sa mère est venue me laisser l'enfant. L'enfant avait déjà, je peux dire, 10 mois. L'enfant marchait à peine. Alors, j'ai eu peur, parce qu'à la maison, j'avais une femme. Donc j'ai pris cet enfant-là, j'ai confié cet enfant aux religieuses. Les religieuses de Sainte-Marie. Ils ont pris l'enfant. En prenant cet enfant-là, donc ils ont gardé l'enfant jusqu'à l'enfant avait, je peux dire, 2 ans. 2 ans. C'est la sœur Anastasie, la sœur Nema, la sœur Espérance qui ont gardé l'enfant durant 1 année. Alors, je suis allé négocier avec celle qui vient avec moi à la maison pour dire « Ah, j'ai fait un enfant avec une zaïroise. » Donc, l'enfant se retrouve avec les religieuses. Il me demande d'occuper l'enfant. Est-ce qu'il peut prendre l'enfant pour qu'on garde l'enfant ensemble? Elle a accepté. Et je suis allé prendre l'enfant chez les sœurs. Les sœurs m'ont assisté quasiment avec cet enfant-là. Et sincèrement, cet enfant est resté avec nous. Il n'y avait aucune différence. Celle qui était avec moi à la maison, Marie, gardait cet enfant comme sa fille. Et voyant un peu que j'avais pas assez de moyens, j'ai pris mon enfant, j'ai confié ça à ma grande sœur. J'ai confié mon enfant à ma grande sœur. Elle a gardé l'enfant, elle a fait inscrire l'enfant à l'école. Chez les sœurs aussi, qui sont à Saint-Michel. Ils ont mis l'enfant à l'école, l'enfant a été inscrit à Divin Amour, une école catholique. Cet enfant tellement brillante à l'école, les sœurs l'ont surnommé Émeraude. J'ai posé la question à ma soeur, pourquoi vous appelez ma fille Émeraude? Ils m'ont dit, votre fille, elle est non seulement intelligente, elle est tellement éveillée. Donc, on l'a même surnommée maîtresse. C'est au mois de juillet 2014, début juillet 2014, que j'ai amené l'enfant à l'école. L'enfant commençait à me dire qu'elle a mal au genou, elle a mal au pied. Moi, je me disais que c'est peut-être un truc comme ça, simplement. Donc, ça, ma grande sœur, qui la chérissait bien, qui l'aimait aussi bien, parce que je n'avais plus de parole sur cet enfant. Parce que ma grande sœur l'a vraiment pris à l'école, tous les frères, c'est elle qui faisait tout. Donc, c'est elle qui m'appelle pour me dire non, elle a mis l'enfant à l'école, à l'hôpital. Et l'enfant ne se sent pas bien parce que l'enfant a un problème au niveau des genoux et les articulations par les chevilles. Moi, je disais que bon, c'était pas un problème. Et finalement, l'enfant a repris la route de l'école. C'est 2 semaines après que ma grande sœur m'appelle pour me dire non, l'enfant est interné
au centre hospitalier universitaire de Libreville. C'était encore l'hôpital général. Je suis allé à l'hôpital général, j'ai trouvé l'enfant, et l'enfant avait un problème, l'enfant ne pouvait pas faire les selles, ou encore miction. Donc, l'enfant était interné aux urgences, à l'hôpital général. C'est après qu'ils m'ont demandé d'aller faire l'échographie rénale à l'enfant. J'ai amené l'enfant à Chambrier, avec ma grande soeur bien sûr. On est allé avec l'enfant, on a fait l'échographie rénale. Ils ont découvert que l'enfant avait un problème au niveau des reins. Donc aucun de ces deux reins ne fonctionnait plus, à 4 ans. Non seulement ça avait surpris les médecins, qu'un enfant de 4 ans, qu'est-ce qui peut arriver qu'à cet âge-là, aucun des reins ne fonctionne. Moi, je n'étais même pas avec ça. Je me suis dit, bon, peut-être que l'appareil peut... On n'a pas eu de bon diagnostic. On a ramené l'enfant à l'hôpital. L'enfant était à ce moment-là interné au centre hospitalier universitaire, aux urgences. Ils nous ont encore demandé de prendre l'enfant. On amène encore l'enfant, on appelle ça comment? Il y a un laboratoire qu'on appelle... qui est vers le centre médico-social. Avenue de Conté, là. Avenue de Conté. Ils ont encore examiné l'enfant, ils ont confirmé que l'enfant diagnostic. On a encore amené l'enfant chez le docteur Ategbo, le professeur Ategbo, à l'union médicale. Ils ont confirmé que l'enfant avait une insuffisance rénale sévère. Donc aucun des deux reins ne fonctionnait. C'est au vu de ces diagnostics que Madame Judith Itomba, qui était directrice du centre hémodialyse, l'hôpital général, a fait une demande en urgence pour que l'enfant soit dialysé. Donc l'enfant ne peut plus ni mictionner ou faire des selles ou manger naturellement. Et avant de poursuivre, est-ce que vous avez essayé de discuter avec les médecins? C'était dû à quoi? Ils vous disaient que cette maladie arrivait comment? C'était quoi? La seule chose qu'ils m'ont dit, que ça ne pouvait être que lorsque l'enfant était enceinte, lorsque l'enfant était dans le sein de sa mère, que peut-être sa mère a dû manger quelque chose. En fait, c'était incompréhensible au niveau des médecins. Mais je pas dire, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un enfant de cet âge-là, qui ne boit pas, qui mange naturellement, puisse avoir cette pathologie? Vous comprenez? Et sa maman n'y étant pas là, jusqu'à ce jour, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, sa maman est portée disparue. Et effectivement, s'il vous plaît, j'ai tiens à vous préciser que sa maman disait qu'elle ne peut pas amener dans ses bagages un bâtard. J'ai dit non, ma fille n'était pas bâtard. Elle ne peut pas quitter le Gabon, aller à Nord-Dessé avec un enfant en main. J'ai dit, c'est pas un problème, j'ai pris mon enfant. Jusqu'à ce jour, je ne connais pas d'où elle se trouve. Bref, donc... Le médecin demande en urgence de faire une dialyse. C'est le... En fait, normalement, le médecin, Madame Julie Tomba, qui était la directrice du centre hémodialyse, a demandé que l'enfant soit dialysé. Effectivement, on a fait tout le tour des hôpitaux de Libreville. Aucun néphrologue, je dis bien aucun, n'a pu, c'est pas qu'il ne pouvait pas, sauf qu'il n'avait pas le matériel adéquat pour pouvoir dialyser un enfant de 4 ans. Aujourd'hui, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, on peut dialyser un enfant de 15 ans, mais à cette époque-là, en 2014, c'était vraiment pas possible. Même un adolescent de 15-10 ans, de 10-15 ans, on ne peut pas le dialyser au Gabon. Voilà pourquoi dans le rapport ici, vous voyez, Madame Judith a fait ce rapport pour dire que voilà, l'enfant ne peut pas être dialysé, il faudrait qu'elle soit en urgence évacuée vers Casablanca. Chose surprenante, c'est que malgré cette demande qui a été faite le 25 juillet 2014... Avant de poursuivre, lorsqu'on vous fait cette demande-là, lorsqu'on vous fait cette lettre-là, quelle est votre réaction tout de suite? Ma réaction était que j'avais confiance que l'État devait faire quelque chose pour cet enfant. J'étais vraiment confiant. J'avais vraiment toute mon assurance que vraiment un enfant de 4 ans ne peut pas être abandonné par l'État. Puisqu'ils l'ont, étant à l'hôpital, ils ont fait l'assurance maladie. Ils l'ont mis en urgence, ils ont fait cette cas d'assurance-là. Étant hospitalisé, au départ, elle n'avait pas ça. Donc, ça m'a rassuré qu'effectivement, et puis, Madame Judith
qui était le médecin traitant, m'a dit, si l'enfant est hors du Gabon, une fois qu'elle est dialysée, elle pourra vivre. Sauf qu'elle devait rester au Maroc pour une durée presque d'une décennie. Parce qu'il était question qu'elle soit dialysée. Or, au Gabon, on ne peut pas dialyser un enfant de 4 ans pour ne pas produire encore 4, 6, 8, 10 au Gabon. Donc, elle devait rester là-bas à une durée vraiment indéterminée, pour une décennie. Alors, devant cela, madame, le médecin traitant m'a dit, papa, vous devez vous préparer en conséquence. Vous avez des moyens? J'ai dit que je n'avais pas de moyens. À ce moment-là, j'avais un véhicule qui était une Mitsubishi Espace Wagon avec qui je faisais le transport en commun. J'ai bradé cette voiture. Étant au garage, j'ai bradé cette voiture. En tout cas, j'ai tout vendu. Mon problème était que l'enfant soit hors du Gabon. Prendre cet enfant du centre hospitalier de Libreville pour l'amener, on appelle comment, à l'union médicale, il fallait forcément une ambulance. Parce que l'enfant a été, je vous dis, sous intensif. Sauf que les médecins, les néphrologues étaient limités parce qu'il ne faut pas le dialyser. La dialyser. J'étais à RFA, j'étais à l'hôpital militaire, j'ai fait tous les hôpitaux avec cet enfant. Déplacer l'enfant, un problème. Et ils ont mis l'enfant temporairement sur un produit qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas oublier ce produit-là, l'Azilix. Donc ce produit, l'Azilix, selon les néphrologues, ce produit pouvait faire en sorte que l'enfant ne soit pas étouffé. C'est-à-dire qu'il faut dégager l'enfant. L'enfant ne peut même plus péter, faire les pains. C'est ces 25 qui m'ont demandé ils ont prescrit ce document, madame le médecin traitant, pour que l'enfant soit en urgence évacué. Et lorsqu'on parle d'évacuation en urgence, c'est une durée autour d'une semaine, 10 jours, voire 14 jours. Le même jour, ces 25, même 25 là, j'ai amené ce document-là à la direction générale de la NAMGS. Voici l'accusé de réception qu'ils ont réceptionné à la demande du médecin. Donc, ils ont pris ce document à la NAMGS. 5 jours après, voyant vraiment la gravité de la situation, j'ai saisi Madame Brigitte Anguilemba. Elle était ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille. J'ai adressé ce courrier-là le 30. Elle m'a répondu, voici sa réponse, la réception de Madame Brigitte Anguilemba. Elle m'a répondu, mais en me précisant bien sûr que ce n'était pas de son ressort, les évacuations sanitaires de ce type-là concernaient rien que la NAMGS. Je suis allé. Alors, j'ai trouvé à un moment donné une barrière. Du 27 juillet 2014 au 31 septembre. L'enfant va mourir le 30 septembre à 19h. Mais le 31 septembre à 10h, on m'apporte cette attestation que l'enfant doit être évacué. 67 jours après. 67 jours. Est-ce que même un adulte qui a une insuffisance rénale sévère peut résister 15 jours sans être dialysé? J'ai dit c'est faux. Avant de le dire, je suis allé chez les néphrologues, ils m'ont dit que c'est pas possible. Quelqu'un qui doit être dialysé, qui a des insuffisances rénales sévères, au trop, il a 5-6 jours pour ne pas dépasser une semaine. Autrement dit, il serait étouffé. L'enfant s'est explosé dans mes mains à 19h. Ce 30 septembre 2014, le sang de l'enfant était devenu noir charbon. Noir charbon, ça veut dire que le sang sortait des narines, des oreilles, toutes les parties de l'orifice. Et là, vous êtes à la maison, vous êtes à l'hôpital? Nous sommes à l'hôpital général. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, c'était le 30 septembre, à 16h. L'enfant ne pouvait même plus ouvrir les yeux. L'enfant était enflé. Je vous dis enflé. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, hein, à mon âge. J'ai vu des gens mourir devant moi, mais cette façon, je ne l'avais jamais vu. L'enfant ne pouvait plus ouvrir les yeux. Ne pouvait plus, je ne sais pas, parce que à chaque fois que je parlais, je chutais à son oreille.
L'enfant ne fait... C'est-à-dire qu'elle était déjà devenue comme ça. Elle ne pouvait plus jouer ses bras à ce niveau. Parce qu'elle était, je vous dis, enflée. Ce qui a fait que les 16 heures, j'avais déjà perdu l'espoir que 67e jour, j'ai comptabilisé et tous les jours j'ai acheté l'Union pour voir est-ce qu'il y a un vol Libreville Casablanca. Et je vous disais que après la réponse de Madame Brigitte Anguilemba, le 30, je suis parti, quasiment j'étais tous les jours à la GS pour pouvoir leur demander que s'il vous plaît, pourquoi il y a un retard d'évacuation de l'enfant? Pourquoi? Je n'ai reçu aucune réponse de ces gens-là. Même la directrice, Madame Judith, m'a dit, papa, j'ai fait mon travail. Là, ce n'est plus de mon ressort. C'est maintenant la GS. J'étais tous les jours, matin, midi et soir, pour pouvoir rencontrer les responsables de la NAMGS. En ville, au bord de mer. Madame la directrice, c'est inhumain. C'est vraiment inhumain. C'est inhumain. L'archevêque, excusez-moi, l'archevêque Basile Mbengol a fait une enveloppe pour cet enfant. Il a fait une enveloppe pour dire, bon, lorsque l'enfant sera évacué, voici ce que je contribue à l'Église catholique. C'était lui encore qui était encore archevêque du Libreville. J'ai écrit à tout le monde pour dire au secours. J'ai écrit à Mme Sylvia Bongo, j'ai écrit à Nouridine, j'ai écrit à lui-même le président. C'était encore Ali Bongo, pour dire, regardez, je n'ai pas reçu de suite. Bref, c'est le 31 septembre. C'est le 30 septembre à 19h que l'enfant va rendre l'âme. Et puis, le médecin m'a dit que non, l'enfant c'est mieux encore parce que là, il s'est reposé. C'était pas la bonne réponse pour moi. Parce que si la NAMGS avait accepté, avait reçu respectueusement la sollicitation de Madame le médecin traitant, qui demandait une évacuation en urgence. Et l'urgence, c'est une semaine ou 14 jours. Parce que si quelqu'un ne fait pas les selles, ne mictionne pas pendant 15 jours, c'est déjà trop. Mais même, il y a un professeur qui est venu me dire, votre enfant là, c'était un ange. Parce que moi, depuis que je suis professeur en néphrologie, je ne peux pas accepter qu'une personne peut rester 67 jours sans faire miction, sans faire les selles, sans pouvoir manger naturellement. Je peux penser ça. Donc, pour moi, en fait, sa façon de me dire, essayer de me dire que l'enfant là ne devait pas mourir. L'enfant est mort, elle est morte forcée, abandonnée, négligée, une Gabonaise de 7 ans. Alors, chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause et on revient juste derrière. Les sujets qu'on n'ose pas aborder, comme les violences conjugales, la sexualité, la spiritualité, la santé, toutes ces questions tabous ont une tribune. Brisez le silence. Retrouvez Sheila Mebalé tous les dimanches à 11h dans Brisez le silence. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon Première et vous regardez votre émission Brisez le silence. Nous sommes sur ce plateau avec notre invité. Avec lui, nous parlons de son quotidien après le décès de sa fille. Alors, monsieur, ce 31 septembre, votre fille décède dans vos bras. Quelle est votre réaction de suite? D'abord, j'avais compris que je n'étais pas chez moi, que je n'étais pas gabonais. J'avais compris que cet enfant n'était pas une Gabonaise. Et pourtant, c'est vrai. Parce que je ne peux pas imaginer qu'une Gabonaise de 4 ans, devant des pères gabonaises, les pères gabonais, les mères gabonaises, puissent abandonner un enfant de cet âge-là. Et je savais aussi que l'argent qui a été disposé pour son évacuation dépendait de l'État gabonais, pas de l'individu. Du contribuable, bien sûr. Mais lorsqu'on abandonne un enfant de cette tranche d'âge-là, à son sort capital, j'ai compris que je n'étais pas gabonais.
Et j'ai compris aussi que cette fille n'était pas gabonaise. Oh, c'est pas ça. En fait, pour moi, je me suis pas senti chez moi jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Ça, c'est vie. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous pouvez vivre ça. Vous comprenez? Vous n'êtes pas chez vous. Mais lorsque vous vivez une situation comme ça chez vous, tout de suite, ça vous révolte. Vous devenez un rebelle. Vous devenez un révolutionnaire. En fait, vous devenez quelqu'un qui n'est plus... En 2016, de 2014 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas le sommeil. Et c'est ce qui a fait de moi un opposant. C'est là où je suis rentré dans l'opposition pour dire ça ne doit pas se passer encore. Pour une autre personne. J'étais avec, on appelle comment, avec le docteur Ategbo, qui m'a dit, Monsieur David, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu, c'est la NAMJS, c'est l'État. C'est vrai que derrière la NAMJS, il y avait des manipulateurs, des gens derrière ça, mais autrement dit, vous devez porter plainte à la NAMJS. J'ai dit, je porte plainte à la NAMJS, ça n'a plus de sens. L'enfant est décédé, c'est fini. À la je suis resté 3 années, géré dans toute la ville. Je n'avais plus besoin de quelque chose. Je suis parti me réfugier à Mindoubé. À chaque fois que quelqu'un me disait bonjour, c'était une déclaration à la guerre. Vous me dites bonjour, tout de suite vous m'avez déclaré la guerre. Et votre femme et les autres enfants? J'avais abandonné tout le monde. Ma deuxième femme, celle qui vit avec moi, et je suis devenu violent. Elle m'a fui jusqu'à ce jour. J'étais devenu violent, agressif. Vous êtes révolté? Je me suis révolté. Je suis rentré dans la chapelle de Sainte-Marie pour dire je vais mettre fin à mes jours. C'est un enfant encore dans l'église. J'ai pris une lame Juliette, vous voyez. Ça, c'est moi qui avais fait ça. Dans l'église Sainte-Marie, j'ai pris une lame Juliette. J'ai dit ça ne sert à rien de vivre. J'ai perdu l'enfant, j'ai perdu tout ce que j'avais pour recommencer, pour sauver la vie de mon enfant. J'avais confiance que l'État devait faire quelque chose. Et je tiens à vous préciser, j'ai tout abandonné. Je me suis plus senti un être humain. Et j'ai pris la Bible, j'ai balancé la Bible pour dire Dieu, tu n'existes pas. J'ai vécu pendant presque 6 ans. Vous me parlez de Dieu, vous m'avez déclaré la guerre. Il a fallu que ce nouveau archevêque, Jean-Patrick Ibaba, il m'a pris dans son bureau pendant près de 3 heures de temps. Pour me dire non, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Vous voyez cette photo-là? Ça, c'est lui et moi, Patrick Ibaba. Sur cette photo-là, c'est l'archevêque et moi. Il m'a dit, ce n'est pas vous cet enfant, c'est Dieu. Donc, laisse l'enfant, Dieu. Si les hommes ont fait, mais c'est la volonté de Dieu. Laisse à Dieu la justice. Ce qui fait que je suis resté dans mon assiette. Je me suis dit, bon, si l'homme de Dieu me parle ainsi, allez me suicider, ça n'a plus de nécessité. Et j'ai perdu l'enfant, j'ai perdu tous mes biens. La deuxième femme que j'avais avec 2 filles, elle est rentrée, elle m'a abandonné. Parce que normalement, elle était de la Guinée équatoriale. Elle m'a abandonné, elle est partie avec les enfants jusqu'à ce jour. Parce qu'elle s'est fâchée comment je peux sacrifier tous mes biens pour un enfant qui est hors de la maison. J'ai dit non, c'est la même manière que je dois aussi dépenser pour ces enfants qui étaient à la maison. Ce sont mes enfants. Bon, mais pour elle, ça l'a fait mal que, comment l'enfant qui était, bon, qu'elle ne connaissait pas, qui revient de nulle part, elle se trouve chez moi, donc je lui ai pris tous mes biens pour cet enfant. Moi, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Je me rappelais seulement que si c'est l'un de ses enfants avec moi, j'aurais pu faire la même chose.